Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Pierre Lessard. Je suis très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, il est midi dans l'Est de l'Amérique, dont le Québec, et il est 18 heures dans l'Europe de l'Ouest. Alors, nous avons une belle rencontre. Il y a déjà plusieurs personnes en ligne. Je vois qu'il y a une prédominance en France, dans toutes les régions de la France, du nord jusqu'au sud, de l'Est jusqu'à l'Ouest. Alors, c'est très joyeux tout ça. Merci de dire de même de quelle région vous venez du pays, parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis, évidemment, il y a des gens du Québec aussi, de plusieurs régions. Et je vois de la Belgique et de la Suisse. Est-ce qu'il y a des gens de la Suisse? Est-ce qu'il y a des gens de l'Espagne, de l'Italie? On avait des gens de Saint-Barthélemy la dernière fois. Bonjour à tous. Je commence déjà par vous dire que nous avons un rendez-vous Unis pour l'humanité, mercredi à 13h, heure de l'Est de l'Amérique du Québec, et 19h à l'heure de l'Europe de l'Ouest. Unis pour l'humanité, c'est une rencontre de 20-30 minutes maximum, durant laquelle je guide une élévation de fréquence, une centration et, bien sûr, l'émanation de nos vibrations lumineuses et amoureuses pour l'humanité, plus une cible. Et notre cible cette semaine est les gens qui souffrent. Et on verra plus précisément vers quelles personnes qui souffrent on émet nos vibrations lumineuses. Alors, c'est un rendez-vous, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à vous inscrire. Et lorsque vous inscrivez pour toutes les rencontres. Il reste 3 rencontres pour Unis pour l'humanité. Évidemment, les rencontres du lundi vont continuer. Alors, je veux vous dire aussi que vous avez accès à plusieurs vidéos qui vous sont offertes. Alors, il y a les 2 vidéos pour l'élévation de fréquence. Vous les trouvez toutes sur la page d'actualité de symphonie.life. 2 vidéos d'élévation de fréquence. L'une qui vous explique ce qu'est l'élévation de fréquence, ce qui se passe lorsque la fréquence diminue, etc. Et il y a une guidance pour élever sa fréquence. Il y a une autre vidéo qui est le processus d'équilibre énergétique. Donc, en un long processus qui dure entre 10 et 20 minutes selon le rythme de chacun. Et ce processus, je suggère à tous de le vivre chaque jour pour favoriser vraiment son équilibre, son harmonie, sa centration et aussi son élévation de fréquence. Il y a aussi dialogue avec les cellules, dont je vais vous parler un peu plus précisément tout à l'heure, et qui est une guidance de 22 minutes qui est suggérée pour toutes les différentes pathologies physiques et même psychiques pour favoriser l'éveil, la stimulation du processus naturel d'auto-guérison, d'auto-réparation du corps. Et puis, il y a aussi guidance à la détente du système nerveux qui va servir beaucoup de gens. Et tout bientôt, il va y avoir le processus le parcours nocturne cosmique qui a pour but de favoriser non seulement un sommeil profond, mais aussi un voyage spirituel durant la nuit. Donc, je vous invite vraiment à utiliser tous ces outils qui vous sont offerts. Je veux vous dire là que nous sommes dans le chat, donc la partie Q&A, question and answer only, n'y allez pas. On va utiliser le chat seulement. Et lorsque vous avez une question, commencez votre paragraphe, votre phrase avec un point d'interrogation pour que je puisse bien localiser les questions. Alors, je veux commencer tout de même par vous parler de la douleur, de la maladie, puisque cette semaine, on va s'orienter aussi pour les gens qui sont souffrants. J'ai un livre qui s'appelle Éveillez votre pouvoir de guérison. Et dans ce livre, j'explique aussi que la douleur, la souffrance, la maladie, qui a des sources individuelles, karmiques ou immédiates, et qui a des sources aussi collectives, représente un ou un ensemble de signaux d'intensité progressive qui nous invitent à être en contact non seulement avec notre corps, mais avec tout notre être et nous proposent des transformations. Donc, le dialogue avec les cellules, c'est la guidance
qui vous permet d'abord de vous détendre, ensuite d'être à l'écoute de vos cellules, dont les cellules qui sont en détérioration ou en dégénérescence, pour comprendre ce qu'elles vous proposent de transformer. Souvent, les gens cherchent à comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui a provoqué ça, et en fait, généralement, le corps va s'exprimer en termes de guérison, c'est-à-dire qu'est-ce qui a avantage de se transformer, tant au niveau physique que émotionnel ou mental, énergétique, pour favoriser la régénération cellulaire. Alors, dans la guidance, on n'explique pas toute la régénération cellulaire, mais on travaille aussi avec les cellules souches et les différentes façons qu'ont les cellules souches d'apparaître, de venir sur les lieux de la dégénérescence pour transformer les cellules. Et il y a un élément qui est très important que j'ajoute généralement au dialogue avec les cellules, c'est une intériorisation qui invite à se voir, se ressentir lorsque la maladie ou la souffrance sera annulée, sera dissoute. C'est-à-dire, c'est comme si je disais à mes cellules, vois quelle sera ma vie, quels seront les éléments nouveaux, comment je vais bénéficier de la vie, comment je vais m'émerveiller lorsqu'il y aura moins de douleur ou plus de douleur. Et c'est une façon de stimuler le processus de guérison. Alors, c'est très important lorsqu'il y a maladie, lorsqu'il y a souffrance, de bien saisir qu'il y a un signal important. La souffrance est un signal qui propose une transformation. Et donc, nous ne sommes pas des victimes, nous ne sommes ni victimes de notre corps, ni de l'environnement, mais nous avons des éléments à changer parce que nous sommes tous dans un processus d'évolution. Alors, je me dirige de ce pas vers les questions parce que je sens quand même qu'il y en a plusieurs qui émergent. N'oubliez pas de mettre votre point d'interrogation devant la question et dans 50 minutes environ, et arrêtez de poser des questions parce que je n'y arriverai pas à tout répondre. Là, il y a vraiment beaucoup de questions. Il y en a une que j'ai vue au tout début, que je ne localise pas, mais il n'y a pas de point d'interrogation, mais qui disait « Qu'est-ce qui nous indique que le moment du passage est venu pour soi ou pour une personne ?» Alors, les indications pour soi peuvent arriver lorsqu'on est vraiment en contact avec soi, souvent dans un espace d'intimité, souvent dans un état de haute fréquence, on peut avoir des inspirations ou des sensations. Il peut y avoir des signaux extérieurs aussi. Ça, c'est pour soi. Pour les autres, c'est beaucoup plus délicat parce que les signaux sont très intérieurs. Évidemment, il y a des signaux physiques extérieurs qui nous indiquent que le passage s'approche. D'ailleurs, j'ai une amie très chère et dont j'ai appris ce matin qu'elle est entrée à l'hôpital hier et quelques heures après, elle est décédée. Il y avait des signaux physiques, donc des pathologies qui nous indiquaient que la fin est proche. Mais d'avance, eh bien, généralement, lorsqu'on a atteint un état de maîtrise, un état de maître réalisé, on peut choisir le moment de son élévation, donc c'est une ascension. Sinon, il y a différents paramètres. Par exemple, lorsque quelqu'un quitte abruptement, sans qu'il y ait eu fatigue ou maladie ou qu'il y a eu des indices, c'est souvent parce que son mandat d'incarnation est terminé ou parce que la personne n'avance plus dans son mandat d'incarnation. Et là, il y a un passage pour continuer sur un autre plan. Maintenant, outre les éléments physiques, pour connaître pour une personne, c'est extrêmement délicat et même les maîtres qui ne prédisent pas la fin peuvent tout de même quelquefois voir qu'il y a un processus qui s'enclenche et généralement, ils ne le disent pas parce qu'il y a une expérience à vivre à ce niveau. Alors, si j'ai raté des questions avant celle de Nicole, n'hésitez pas
à me le faire savoir. Alors, Nicole nous dit, mon mari et moi avons vendu notre maison il y a plus de 10 mois. Nous sommes hébergés dans une maison qui nous est prêtée, nos meubles en garde de meubles, et nous n'arrivons pas à retrouver une habitation. Que faire pour débloquer cette situation? En sommes-nous responsables énergétiquement? Comment traverser ce moment et garder espoir? Alors, c'est une question intéressante qui va même au-delà de votre situation, c'est-à-dire que plusieurs personnes vivent des situations qui leur présentent des écueils importants. Donc, je dis, vous rencontrez un écueil, vous rencontrez une situation difficile, eh bien, la première partie de la question, est-ce que vous en êtes responsable énergétiquement? Eh bien, il y a une façon de dire les choses. C'est-à-dire qu'il y a une façon de saisir, de ressentir que inconsciemment, généralement, ou consciemment, plus rarement, vous attirez ou vous provoquez les événements qui se présentent. C'est-à-dire que ce n'est pas par ignorance ou ce n'est pas volontairement que vous provoquez un écueil comme ça. Et souvent, il y a tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de pensées, d'états, d'attitudes, de regards, de paroles, de gestes, de comportements. Donc, l'ensemble de vos émanations transmet ce qui est en vous de lumineux, ce qui est en vous aussi de, quelquefois, qui n'est pas tout à fait en équilibre, et cela génère des synchronicités, des expériences. Donc, nous faisons partie du processus créateur de nos expériences. Alors, il y a des éléments qui nous sont totalement inconscients, donc c'est dans notre inconscient, il y en a d'autres qui sont karmiques, et puis, il y a aussi l'aspect collectif qui intervient. Donc, on a des influences individuelles et collectives. C'est important de comprendre qu'on fait partie du processus de création de nos expériences et non pas d'entendre que l'on est responsable ou coupable. Responsable au sens large de la chose. On fait partie aussi d'une collectivité, on fait partie d'un mouvement. Donc, responsable, pas dans le sens de coupable, de c'est votre faute. Donc ça, c'est très, très important. C'est la même chose au niveau de la maladie. Quelquefois, il y a des gens qui saisissent bien qu'on est dans un processus de création de notre expérience physique. Donc, on fait partie des éléments qui vont causer, par exemple, une douleur ou une maladie. Rappelons-nous que certains éléments, la plupart de ces éléments sont inconscients, d'autres qui sont vraiment karmiques et d'autres collectifs. Donc, si on en fait partie, il y a des gens qui interprètent que, bon, c'est ta faute et qui vont répondre, ben, si tu as cette expérience difficile, que ce soit une maladie ou que ce soit une expérience que vous vivez, ils vont dire, ben, c'est toi qui l'as créée. Eh bien, c'est une façon, quelquefois, trop directe par rapport à ce que la personne peut entendre. Si vous me dites ça, moi, je vais vous dire oui, parce que je suis dans cette réalité à chaque jour, à chaque instant. Mais une personne qui n'est pas dans cette réalité, ça peut la contracter, la fermer. Alors, c'est important d'expliquer que l'expérience vécue provient d'aspects de nous. Alors, oui, Nicole, donc, vous l'avez créé, vous avez participé à ces créations d'une façon ou d'une autre. Collectivement aussi, il y a une rareté d'habitation, on le sait, par ce qui se passe actuellement. Donc, à cause des règles, à cause de cette soi-disant pandémie, les gens sont plus fixes dans leur demeure encore. Et donc, il y a des constructions qui sont limitées, donc il y a moins de disponibilité. Alors, comment œuvrer à ce niveau? La façon d'œuvrer, je vous propose que ce soit par l'attraction, le phénomène d'attraction. Vous utilisez les mêmes moyens qui ont été utilisés inconsciemment pour contribuer à une situation, pour les transformer, c'est-à-dire à partir de vos émanations. Alors, d'abord, j'ai tout un atelier en ligne, en vidéo, qui s'appelle le processus d'attraction et de manifestation. Et ce que je vous propose, c'est vraiment le rêve éveillé. Le rêve éveillé, c'est-à-dire en intériorisation, vous définissez votre intention, par exemple dans ce cas-là, de attirer à vous
ou être attiré vers une habitation qui va être juste pour vous, soit de façon transitoire ou de façon continue, donc qui va vous correspondre. Alors, c'est votre intention. Votre intention, c'est d'être bien, c'est de vous sentir confortable dans un lieu où vous pouvez continuer à vous déployer. Donc, vous êtes des créateurs, vous vous déployez. C'est important d'avoir ces nuances d'expression. Alors, c'est comme quelqu'un, par exemple, pourrait dire, je veux attirer de l'argent, je veux attirer de l'argent pour pouvoir m'acheter une maison. Alors, ce que je dis souvent, c'est attirer une demeure, attirer une maison. Ne vous concentrez pas sur l'argent. Centrez votre processus sur le processus créateur. Donc, l'idée du rêve éveillé, une fois que vous avez l'intention, vous allez faire un scénario dans lequel vous imaginez un modèle de demeure. Donc, ça peut être une maison un jour. Le lendemain, vous faites un autre scénario dans lequel vous voyez que l'on vous présente un logement qui est très grand et qui va vous servir longtemps. Un autre moment, c'est une habitation transitoire à la campagne. Donc, à chaque jour, vous faites un scénario différent et non pas fixer l'idéal de demeure et toujours voir la même chose, ce qui est un peu compulsif par rapport à l'énergie. Et donc, vous créez ces rêves éveillés. Et puis, concrètement, par la suite, vous êtes cohérent dans la journée, c'est-à-dire que plutôt que de dire, voilà, je n'ai pas d'habitation, je suis désespéré, c'est qu'il irait à l'encontre de votre processus. Vous faites un processus créateur d'attraction de quelque chose. Et si un jour vous dites, ben, je suis désespéré, je ne sais pas comment faire les choses, vous dites l'inverse. Donc, si vous commencez un processus d'attraction, durant un jour, vos amis vous disent comment ça va, vous dites, ah, c'est une période exigeante, je n'ai pas encore trouvé mon habitation, mais j'y œuvre énergétiquement et concrètement. Et donc, vous pouvez aussi transmettre sur votre passage continuellement ce que vous êtes à œuvrer. Alors, très souvent, on oublie de dire les choses. C'est par exemple, vous allez dans une boutique, la personne vous reconnaît, vous dites comment allez-vous? Vous dites ça va bien, actuellement, je suis vraiment en recherche d'un appartement, j'en ai besoin. Alors, vous le dites le plus souvent possible partout autour de vous. Je me rappelle un jour, j'étais dans une boutique et quelqu'un disait au marchand, voilà, j'ai un appartement à louer, si vous connaissez quelqu'un, eh bien moi je connaissais quelqu'un et l'heure suivante, je parlais à cette personne et l'heure suivante, cette personne a loué le logement. Et quelques années plus tard, elle a même acheté l'édifice. Donc, on ne sait jamais comment ça se passe, les synchronicités. Donc voilà, gardez espoir, et osez en parler autour de vous. D'autre part, je ne sais pas où vous êtes, Nicole, si vous êtes au Québec, il y a des ressources aussi dans les municipalités où vous pouvez appeler et dire, par exemple, comme à Montréal, nous cherchons une habitation et il y a une division, un département de la ville de Montréal qui est là pour vous aider à en trouver un. Voilà. Alors, Rachel nous dit, comment transformer ce qui est à guérir quand je ne sais pas ce que je dois transformer? J'ai eu un accident d'auto en 2016 et depuis ce temps, j'ai beaucoup de douleurs, de l'arthrite, de l'inflammation. Voilà, Rachel, merci. On compatit avec vous parce qu'on sait que les douleurs d'arthrite, qui est une forme d'inflammation, évidemment, et toutes les autres formes d'inflammation peuvent être très, très douloureuses. Alors, qu'est-ce qui a transformé? Vous allez le capter à l'intérieur de vous. Bon, généralement, lorsqu'il y a une difficulté physique, il y a une source physique et à cette source physique, il y a une source d'un autre niveau, une source psychique, émotionnelle, comportementale, par exemple, ou au niveau de la pensée, au niveau de l'attitude. Alors, je vous ai proposé le dialogue avec les cellules qui vous est offert parce que il y a un ensemble d'étapes, c'est très joyeux, c'est très éveillé, c'est très allumé, c'est très léger et à la fois profond. Alors, dans ça, la partie importante, c'est la partie d'écoute, parce que dans un dialogue, une communication, il y a la communication, mais il y a aussi l'écoute. Et donc, la première partie, c'est vraiment de se mettre en état de détente, lâcher aussi la tête qui veut contrôler le mental, qui veut souvent contrôler l'information, pour être à l'écoute de nos cellules. En fait, certains disent, ben, les cellules ne partent pas. Les cellules continuellement émettent des sons et des éclats de lumière.
Évidemment, nos cellules sont conscientes, font partie de notre vie. Donc, la conscience existe dans nos cellules. Ce qui nous parle, en fait, sont les cellules par le moyen de notre conscience. On peut entendre intérieurement ou avoir des sensations. Donc, évidemment, quand on n'a pas développé la complicité avec son corps et avec les différentes douleurs, eh bien, ça peut prendre plusieurs rencontres. Alors, très souvent, même, les éléments à transformer nous viennent comme des pièces d'un puzzle. Alors, c'est-à-dire qu'il y en a une partie et dans une autre rencontre, il y en a une autre partie. Ne vous découragez pas. Suivez le processus, allez à l'intérieur de vous, demandez aux cellules qui sont meurtries, qui sont en dégénérescence, qui sont souffrantes, demandez à l'organe, si vous voulez, et si c'est le sang, vous demandez à votre sang, si c'est la lymphe, vous demandez à la lymphe, dans votre cas, peut-être les articulations, et vous demandez à vos articulations, vous demandez aux cellules de vos articulations de vous indiquer qu'est-ce qu'il y a à transformer. Eh bien, dans ce cas, il y a eu un accident. L'accident a causé des éléments détériorés, des éléments physiques. Et donc, il n'y a pas juste la cause à la souffrance physique, mais il y a aussi, vous allez entendre, des éléments intérieurs à transformer qui ont déjà collaboré à l'accident lui-même. Donc, soyez patient, faites votre dialogue avec vos cellules, allez à l'intérieur de vous chaque jour sans vous décourager. Et rappelez-vous, il y a des voix intérieures, il y a la voix du personnage, la voix de l'aspect de nous là, plus contracté, qui souvent peut être reconnue parce qu'il justifie les choses, et la voix plus de la conscience qui est amoureuse, mais qui est plus directe, sans justification. Voilà. Alors, Lionel nous dit, je vais prendre un peu d'eau. Au travers de ce futur, à quel moment pourrons-nous considérer que nous faisons partie de la 5e dimension? Quels seront les signes qui influencent que nous sommes dans la 5e dimension? Alors voilà, Lionel, je suis en train de finaliser le livre de notre multidimensionnalité qui va paraître au Québec en août et en France en septembre prochain aux éditions Ariane. Eh bien, en fait, il y a les dimensions de l'être humain et il y a les dimensions de l'univers. Et on entend beaucoup de choses sur la 5e dimension. Et l'être humain est multidimensionnel, c'est-à-dire on a plusieurs dimensions qui sont présentes simultanément. Donc, elles sont là, vos dimensions. Quand vous dites à quel moment pourrons-nous considérer que nous faisons partie de la 5e dimension, vous êtes déjà un être multidimensionnel et la 5e dimension existe déjà, comme la 3e, la 4e, la 6e, etc. Vos dimensions sont là. Donc, la façon de voir les choses que je propose, c'est quand allez-vous entrer dans le niveau de conscience de votre 5e dimension. Comme actuellement, la majorité des gens sont dans un niveau de conscience de 3e dimension. C'est un niveau de conscience qui est associé aux sensations. C'est un niveau de conscience qu'on arrive à bien maîtriser lorsque on accueille les sensations et on accueille aussi le message que ces sensations nous transmettent. Donc, c'est une forme de maîtrise. Et de là, on peut plus entrer par la suite dans un état de conscience de 4e dimension, dans un état de conscience de 5e dimension. Alors, vous pouvez y entrer à tout moment. Souvent, je vais guider une intériorisation pour favoriser l'élévation dans un niveau de conscience de 5e dimension. Et je l'ai fait dans des grandes salles où il y avait une centaine de personnes, par exemple. Et presque toutes les personnes ont pu ressentir qu'ils étaient à un niveau de 5e dimension. Pourquoi? Parce que la 5e dimension, c'est un niveau de pur amour. Alors, évidemment, il y a une sensation d'ouverture totale du corps, il y a une sensation d'état de joie ou d'état de grâce qui fait en sorte que vous savez que vous êtes dans un état de conscience de 5e dimension. Alors, la difficulté n'est pas d'y entrer. Lorsque nous élevons la fréquence
à la fréquence de l'amour, eh bien, généralement, on est presque au niveau de conscience de la 5e dimension, et plusieurs le sont. Si je vous dis, soyons dans l'amour inconditionnel pour 1 minute, c'est-à-dire que on délaisse toute forme de préoccupation, d'intolérance, de colère, d'insatisfaction, de projection vers qui que ce soit, et on entre dans un amour total. Et bien, durant cette minute, on peut être là dans un état de conscience de 5e dimension. Alors, l'idée après, c'est d'y rester dans cet état de conscience. Alors, à partir du moment où vous avez maîtrisé un état de conscience, c'est-à-dire que vous pouvez y vivre de façon continue, alors vous arrivez à maîtriser progressivement un état de conscience. Par exemple, dans la 5e dimension, vous pouvez entrer dans ce niveau de conscience régulièrement, et à chaque fois, vous pouvez y rester plus longtemps, et ce sont souvent soit des pensées, soit des douleurs, soit des événements extérieurs, des paroles, qui font en sorte qu'il y a une réaction qui n'est pas du niveau de conscience de 5e dimension et qui vous reprojette dans une conscience de 3e dimension. Alors, quand vous dites, quand peut-on considérer que le monde entier, la Terre entière, l'humanité va entrer dans un niveau de conscience, je sais qu'il y a des gens qui transmettent qu'il va y avoir une ascension de l'humanité dans une 5e dimension, comme si on s'élevait tous dans un moment. Eh bien, ça se fait dans un processus d'évolution. Alors, un individu peut être dans un niveau de conscience de 5e dimension, il est à la fois en relation avec sa 3e, etc. Alors qu'un autre individu n'y est pas du tout. Quand tout le monde va y être, vous saurez que nous sommes dans le nouveau monde, un monde de paix, un monde de joie, un monde d'unité, de fraternité. Là, vous saurez que l'humanité vibre à un niveau de conscience de 5e dimension. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que tout le monde y soit pour fréquenter ce niveau de conscience. J'espère que je m'exprime clairement. Alors, n'oubliez pas de mettre votre point d'interrogation devant vos questions. Françoise nous dit comment s'y prendre pour s'aimer soi-même. Alors, voilà comment je vais répondre à ça en quelques minutes, parce que généralement, je fais un atelier, surtout lorsqu'on est en présentiel, quand on est ensemble, parce que je peux plus facilement transmettre des sensations. Je vais peut-être essayer de le faire en virtuel, mais s'aimer soi-même, c'est un processus qui est plus simple que on peut le penser et qui demande aussi de poser son regard sur soi. Très souvent, il y a plusieurs éléments. D'abord, nous sommes plusieurs d'entre nous, quand je dis plusieurs, une grande majorité d'entre nous, encore investis, imprégnés ou influencés par tout l'aspect judéo-chrétien, dont un des éléments importants, c'est la culpabilité. Vous êtes né péché et bon, vous demandez la rédemption. Alors, donc, c'est très, très imprégné. Et donc, dans l'inconscient, c'est comme si on est péché, si on n'est pas, eh bien, on a de la difficulté à s'aimer. Alors que, souvent, je vais vous dire, mais vous êtes déjà lumineux. Alors, il y a des voiles quelquefois sur la lumière, il y a quelquefois un abat-jour sur la lumière qui fait que c'est moins éclatant. L'abat-jour, en fait, c'est créé par des blessures, des peurs, des croyances qui ont engendré des attentes, des dépendances, et ce qui fait en sorte que l'individu, quelquefois, a de la difficulté à s'aimer, a de la difficulté à aimer ses peurs, a de la difficulté à s'aimer parce qu'il a des comportements de lui qu'il n'aime pas, il a des attentes qu'il n'aime pas, il a des dépendances qu'il n'aime pas. Il y a plusieurs aspects qu'il n'aime pas. Et donc, comme souvent, cet abat-jour est très présent, eh bien, l'individu se voit comme ça. Et moi, je vais souvent dire, l'abat-jour, c'est un voile, mais ce n'est pas vous. Vous êtes un être lumineux et dans votre lumière, vous avez des qualités profondes et il est important de vous reconnaître. Alors, en général, dans toutes les voies spirituelles, l'on vous a proposé de vous aimer. Et pour vous aimer, vous avez à vous connaître. Et pour vous connaître, vous avez à vous reconnaître. Reconnaître qui vous êtes. Vous êtes une âme, vous êtes un esprit
qui sont lumière. Ça, vous pouvez aimer tout de suite ces parties-là rapidement. Alors, c'est quand même les parties les plus importantes de vous. Vous êtes mu par une énergie d'amour qui est associée à l'âme. Vous êtes mu par une énergie de conscience, de justesse, d'orientation, d'équilibre qui est associée à l'esprit. Donc ça, c'est important et vous pouvez aimer ça de vous. Donc, commencez par aimer votre recherche d'amour de vous. Commencez par aimer votre recherche de joie, votre recherche de paix. Vous savez, dans une vie, vous avez eu plusieurs difficultés, je parle à tout le monde, et malgré vos difficultés, vous continuez à chercher le bonheur. Eh bien, aimez, pour le moins au départ, aimez cette force de vie, la détermination pour continuer, pour vouloir vous unir aux autres, pour vouloir aimer, pour vouloir être dans la joie. Ça, c'est des aspects qui sont vous, c'est pas à l'extérieur de vous. La partie de vous qui veut vous aimer, elle est là, aimez-la. Ça commence comme ça. Et c'est grandiose déjà grandiose. Et puis, par la suite, se reconnaître, c'est commencer à reconnaître. J'ai dit la première partie, reconnaître que vous avez une nature universelle, âme, esprit, vous êtes lumière, et reconnaître votre essence à partir de vos qualités. Vous avez des qualités. Et bien, il y a des gens qui ont de la difficulté à identifier leurs qualités pour s'aimer. Et cette difficulté vient d'un autre phénomène qu'on rencontre partout, celui de la comparaison. Nous sommes dans un monde où il y a une forme de stimulation ou d'influence extérieure à ce que l'on puisse atteindre ou vivre des performances. C'est comme si notre humanité, notre organisation sociale veut nous amener à performer. Or, cet élément, conscient ou inconscient, fait en sorte que les gens ont tendance à se comparer. Et quand on se compare, eh bien, souvent on arrive perdant sur certains points. Pourquoi? Parce que si, par exemple, quelqu'un a tendance à se dire moi, j'ai une bonne qualité d'écoute. Eh bien, après, quand elle se compare, on va se dire, bah, il y a des gens qui ont une beaucoup meilleure qualité d'écoute que moi. D'accord. Alors, un autre va se dire, tiens, j'ai une capacité de m'exprimer clairement. Ouais, mais il y a des gens qui sont beaucoup mieux que moi. Donc, dans une comparaison, vous allez toujours trouver mieux. Et ce qui fait que ça ternit votre regard sur vous-même. En cessant de se comparer, on peut dire, oui, il y a des gens qui s'expriment plus clairement que vous, mais si vous aimez votre capacité à vous exprimer clairement, eh bien, vous aimez cela. Vous commencez à aimer ce que j'appelle vos beautés intérieures qui peuvent éclater comme une fleur s'ouvre lorsqu'on les compare pas. Est-ce que les fleurs d'un jardin se comparent? Est-ce que les arbres dans une forêt se comparent? Alors, ils s'élèvent. Donc, on s'élève à partir de nos beautés. C'est comme ça qu'on commence. Donc, j'ai fait un résumé très rapide. Ça a bougé beaucoup. Je vois parce que le fil se déroule. Je commence à aimer. Voilà, j'y suis. Je vous dis tous bonjour, vous me saluez, vous saluez tout le monde, alors je vous dis tous bonjour, bien sûr. Sylvie me dit pourquoi ce n'est pas tous les gens qui sont affectés par les hausses de fréquence et les éruptions solaires. Moi, ça m'affecte beaucoup et je me sens seule à ressentir tous ces symptômes. Eh bien, vous parlez des hausses de fréquence, vous parlez de l'énergie ambiante plus intense et vous parlez des éruptions solaires qui sont actuellement aussi très importantes. Eh bien, il y a des gens qui ont une sensibilité différente des autres. Alors, je m'explique à partir de nos capacités sensorielles. Prenons un exemple, faisons une analogie avec notre vision extérieure simple de premier niveau. Eh bien, il y a des gens qui voient parfaitement selon le niveau humain. Les chats voient mieux qu'eux, par contre, sans vouloir se comparer aux chats. Donc, parmi les êtres humains, il y a des gens qui voient parfaitement, il y a des gens qui voient assez bien, puis il y a des gens qui doivent porter des lentilles ou des lunettes. Il y a des gens qui, malgré tout, ne voient vraiment pas bien. Donc, il y a une acuité visuelle différente d'une personne à l'autre. Et si on regarde tous les sens extérieurs et intérieurs, il y a des variations chez chaque personne. Il y a donc des personnes qui sont plus sensitives, il y a des personnes qui sont plus sensibles, et il y a des personnes
qui sont plus perceptives. Donc, il y a des personnes qui sont moins sensibles physiquement et il y a des personnes qui sont plus sensibles physiquement. Il y a des personnes qui sont plus sensitives ou sensibles subtilement et il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, il y a des gens qui sont affectés par les éruptions solaires sans pouvoir le nommer ainsi. Par exemple, lorsqu'il y a une période avec beaucoup d'éruptions solaires, eh bien, il y a des gens qui ont un très mauvais sommeil. Ils se rendent compte qu'ils font de l'insomnie de façon très, très importante. Mais comme leur sensibilité n'est pas reliée à une connaissance ou à une conscience de ça, ben, ils se disent actuellement, il y a quelque chose qui me dérange, qui m'ennuie. Ils ne feront pas le lien comme vous le faites, peut-être parce que votre sensitivité et votre sensibilité a une acuité plus grande. Donc, il y a des gens qui vont avoir une impression, une inspiration, et d'autres qui vont avoir de la sensation directe. Alors, l'énergie ambiante affecte généralement toutes les personnes. Toutefois, les gens ne se rendent pas compte de la même façon. D'autre part, plus votre fréquence est élevée et plus vous êtes au-delà des autres fréquences et moins vous êtes affecté par ces fréquences. Alors ça, c'est très important. Par exemple, actuellement, il y a beaucoup de d'ondes qui circulent, énormément d'ondes. La Terre est saturée d'ondes. J'en parle souvent parce que ça a des effets chez beaucoup de gens. Donc, il y a des gens qui sont plus sensibles et donc on parle d'une hypersensibilité électromagnétique. Il y a des gens qui sont touchés, mais qui ne le sentent pas. Il y a des gens qui sont touchés, qui ont des sensations qu'ils n'attribuent pas nécessairement aux ondes. Mais les ondes touchent l'être humain. Or, si vous élevez votre fréquence à la fréquence de l'amour, par exemple, qui est aussi la fréquence de la guérison, eh bien, vous êtes beaucoup moins et même pas affecté par les ondes qui vous entourent. Vous êtes moins affecté par les fréquences en général. Donc ça, c'est un élément important. Donc, deux aspects que j'ai soulevés. On n'a pas tous la même sensibilité et sensitivité. On n'a pas tous la même relation à soi pour détecter ce qui provoque une affectation ou pas. Et on n'a pas tous la même fréquence personnelle. Voilà pourquoi les différences. Monique nous dit, que faire après un choc émotionnel qui a complètement bloqué ma créativité? Alors ça, c'est important. Donc, le choc émotionnel, donc une émotion très, très forte, est un signal, est un message en même temps. Donc, vous avez à retrouver qu'est-ce qui est dans la source de l'émotion. Alors, c'est vrai qu'en général, les personnes ont tendance à dire, tiens, il y a eu un événement extérieur, un comportement, des paroles, une action de quelqu'un qui a provoqué une émotion importante. Quand je dis de quelqu'un, ça peut être d'une collectivité, d'une famille, de l'humanité, etc. Et en allant plus profondément, en allant voir l'émotion de façon un peu plus neutre, c'est-à-dire en délaissant un peu la projection de la source vers l'extérieur et sans s'accuser soi-même non plus, simplement entrer dans l'émotion pour aller voir sa source profonde, au-delà du moment. De quoi elle parle, cette émotion? Et vous en venez qu'à capter des éléments qui étaient présents en vous. Chez certaines personnes, ce sont des attentes, chez d'autres des dépendances, chez d'autres des projections. Et vous en venez qu'à saisir que l'émotion qui ressurgit à la suite d'un événement est associée à des éléments qui sont à l'intérieur de vous. Et là, vous pouvez commencer à transformer les choses. Alors souvent, lorsque c'est très exacerbé, c'est difficile de faire cette forme de recherche seule avec soi-même. Lorsqu'on est assez détaché, par exemple lorsque l'émotion est moins prenante et que vous affecte moins, ou vous avez un peu de distance
avec l'émotion elle-même ou une distance temporelle, eh bien, vous pouvez peut-être plus facilement observer. C'est un processus qui, très souvent, va être favorisé par un accompagnement. Alors, je sais que plusieurs personnes ne sont pas enclins à faire une thérapie, mais je ne parle pas de thérapie ni d'analyse, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des accompagnements thématiques. Par exemple, des gens qui vont vous accompagner justement pour ce thème-là. Et quelquefois, ça va prendre 2 rencontres, 3 rencontres, quelquefois même une rencontre pour favoriser cela. Eh bien, quand l'accompagnement, sous une forme d'échange, la personne qui accompagne généralement va suggérer certaines orientations, certains exercices durant la semaine, etc. Pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas et dans l'accompagnement, il y a différents types d'accompagnement selon les personnes. Par exemple, l'accompagnement par le mouvement, la danse, pas nécessairement une danse classique ou organisée, mais il y a des types de danse qui vont favoriser l'émergence de sensations, de compréhension de ce qui se passe pour débloquer ça. Par exemple, en France, il y a mon amie Patricia Olive, qui est une danseuse assez connue en France, qui est dans le Vercors, qui fait de l'accompagnement individuel ou même en petits groupes ou en plus grands groupes. C'est une bonne référence. Eh bien, dans d'autres cas, c'est dans un jeu théâtral. Et il y a aussi mon amie, attendez, là, son nom, vous la connaissez, elle fait du jeu théâtral psychologique. Je l'ai vu sur Facebook dernièrement. Elle a écrit plusieurs livres là-dessus et son nom va me revenir. Donc, chez certaines personnes, c'est comme ça. Chez d'autres personnes, c'est dans certains types de massages plus provocants. Alors, évidemment, il y a une connaissance de soi. Qu'est-ce qui fait émerger plus de sensations de compréhension? Alors, au niveau de l'accompagnement, il y a mon amie aussi, Christine Falaise, qui le fait en présentiel ou en virtuel aussi, l'accompagnement. Vous pouvez retrouver ces personnes facilement sur le web. Je vais vous revenir avec le théâtre libérateur. Voilà. Nancy nous dit bonjour du Québec. Pouvez-vous nous parler de l'impact positif que le convoi des camionneurs pour la liberté? Eh bien, c'est pas tout à fait l'objet, Nancy, de notre rendez-vous. Notre rendez-vous est là plutôt pour que je réponde à des choses très personnelles. Il y a des éléments très importants et l'impact actuellement qui me semble le plus positif, c'est l'éveil d'une forme de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a des changements de vision, autant chez des journalistes qui, il y a peu de temps, il y a quelques semaines, quelques mois à peine, étaient tous toujours dans la même direction et comme s'il n'y avait pas l'esprit journalistique, ils étaient tous des diffuseurs d'opinion. Et là, on sent qu'il y a une ouverture, même dans la population. Je sentais, et j'ai fait un propos là-dessus, qu'il y avait vraiment des clans et tout ça. Et on sent qu'il y a des gens vaccinés, des gens pas vaccinés, qui s'unissent dans une forme de solidarité, parce que, en fait, ces camionneurs qui ne peuvent pas travailler virtuellement et qui ont pu travailler jusqu'à maintenant sont vraiment démunis. Et puis, ça fait soulever tout un ensemble d'autres situations dont les gens ne parlaient pas avant. La situation de ces camionneurs soulève une forme de solidarité sur des thèmes qui étaient peu parlés, par exemple la violence dans les familles, la violence dans les couples, le fait que les gens soient beaucoup plus ensemble qu'avant, toute la détresse psychologique, la détresse des enfants, la vie des enfants, des adolescents. J'en parlais des jeunes gens dernièrement, que toute cette partie de vie qui est
toute spéciale de 17 ans à 20 ans, à peu près, qui est affectée. Donc, ça met en lumière, et un des aspects positifs, je pense que ça crée de l'ouverture, ça crée un regard plus sensitif, plus éveillé. Je vois que les positions s'ouvrent, même si les personnes ont les mêmes positions de base, il y a une ouverture entre les gens. Et ça, je trouve ça déjà très, très beau. Donc, on peut en parler longtemps, évidemment. Nathalie nous dit, je ne sais pas si vous pouvez m'aider par rapport à une décision que je dois prendre. Je vais décider de donner mon préavis à mon bureau et partir vivre quelque temps en Thaïlande, car je n'en peux plus de tout ce qui se passe. Maintenant, mon boss négocie mon départ en me proposant de partir qu'en juin au lieu d'avril et de m'offrir 3 mois de vacances payées, ce qui leur permettrait de me garder. Pouvez-vous m'éclairer sur ma décision, car soit je décide de quitter mon bureau définitivement, soit je reste et prends 3 mois de congé. Eh bien, évidemment, vous savez, Nathalie, que je ne vais pas orienter votre décision parce que c'est une décision importante. Et ça me fait sourire, pas parce que je trouve que c'est drôle la situation, mais parce que j'ai travaillé quelques années en Thaïlande et comme guide. Et j'ai aussi été dans une position à l'époque où j'étais vraiment dans l'ouverture de ma voie spirituelle. Et à cette époque, j'étais enseignant et j'avais décidé j'étais conseiller en gestion et j'ai donné ma démission comme conseiller en gestion. Et j'ai aussi donné ma démission comme enseignant dans les collèges. Et on m'a proposé de partir une année, mais de revenir totalement payé. On m'a même proposé de partir 2 ans et puis 3 ans complètement payé, mais de revenir travailler par la suite. Pour chaque année, il y avait 5 ans de travail par la suite. Alors, il y avait des conditions extraordinaires qu'on me proposait et j'ai choisi de tout laisser pour être totalement libre. Alors, avec du recul, les choix, on peut toujours les faire différemment. Ce qui est important, c'est là que vous alliez à l'intérieur de vous et que vous soyez en contact avec vous-même, avec votre âme. Ce que je vous propose, vous avez 2 possibilités, 2 éventualités. Alors, la première éventualité, intérieurement, imaginez que vous avez fait le choix de démissionner et que vous êtes en Thaïlande maintenant que vous vivez en Thaïlande. Imaginez ça, vraiment, pas juste mentalement, mais dans des sensations. Vous y êtes. Même si vous n'êtes pas en Thaïlande, imaginez les lieux, imaginez les choses, laissez les images venir et tout ça. Et puis après quelques minutes, ressentez-vous au niveau de la poitrine, pas au niveau du plexus solaire. Ressentez votre poitrine au niveau du cœur. Est-ce que vous sentez un bien-être ou un mal-être? Le bien-être vous indique que c'est juste. Le mal-être vous indique que c'est pas la voie la plus juste pour vous selon votre âme. Puis, ne vous arrêtez pas là, malgré la réponse. Faites de même avec l'autre éventualité, où finalement, si j'ai bien compris, vous prenez 3 mois de vacances et vous revenez. Vous voyez prendre vos vacances et voilà, vous voyez vivre ce que vous voulez vivre, peut-être aller en Thaïlande pendant 3 mois, et sans oublier qu'il se passe des choses aussi là-bas. Et vous voyez revenir à votre travail. Et vous faites de même. Après quelques minutes où vous avez fait tout le scénario tel que ça peut se produire, vous observez est-ce que vous sentez un état de bien-être ou de mal-être. Le bien-être et le mal-être sont des états, des sensations qui sont générés par votre âme. C'est sûr que ce qui est important, c'est d'enlever tout préjugé, tout a priori et être totalement libre dans ces scénarios que vous créez. Alors, il se peut que les 2 scénarios soient justes, comme il se peut que ce soit l'un ou ce soit l'autre, comme les 2 qui ne sont pas justes. Alors, ce que je vous suggère, c'est faites cette rencontre profonde de vous. Si ça ne marche pas, vous recommencez et vous allez voir. Évidemment, c'est très important. Je suggère aux gens de développer cette forme de complicité pour différents choix de la vie, de telle sorte que quand il y a des choix très importants, eh bien, il y a déjà une habitude. C'est-à-dire que si, par exemple,
pour Nathalie, c'est très important cette décision et que c'est la première fois qu'elle fait ça, il va y avoir des interventions de son personnage, du mental, etc. Donc, ce que je suggère à tout le monde, c'est commencer cette forme de pratique pour des éléments plus simples. Et lorsqu'il y a tout à coup des décisions importantes, vous êtes habitué et donc il y a moins d'influence de toutes sortes. Voilà ce que je vous propose, Nathalie. On a l'habitude de faire les pour et les contre, et puis après de voir lequel a plus de pour, lequel a plus de contre. Et une chose dont je me suis aperçu souvent, c'est que en observant des gens, c'est qu'ils font les pour et les contre, et disons qu'une situation gagne sur l'autre. Et là, ils recommencent les pour et les contre, comme si dans eux, il y avait déjà une tendance pour un choix. Donc, ils recommencent jusqu'à ce que ça puisse donner la réponse attendue. Donc, quand on va à l'intérieur de soi, on va avoir une sensation profonde qui est associée à son être, à son âme. Voilà. René nous dit comment agir ou réagir face à la violence verbale. Alors, c'est une très bonne question et j'aime beaucoup que vous utilisez les termes agir ou réagir parce que j'utilise souvent cette opposition, parce que j'ai vois une opposition entre agir et réagir. Je vois comme la réaction comme un processus conditionné. Ce que je veux dire par là, c'est comme s'il y avait un programme qui faisait en sorte que le choix se faisait, on réagissait. L'exemple simple, c'est quelqu'un qui s'est fait mordre 2-3 fois par les chiens. Lorsqu'il entend aboyer, il change de direction, il réagit. De la même façon, quand quelqu'un, par exemple, a eu un père, un oncle autoritaire avec une grosse voix, et bien même 30 ans, 40 ans plus tard, quand tu entends une grosse voix très forte, tout à coup, se met à trembler. C'est une réaction qui peut être physique et psychique à la fois. Une réaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un choix. Et même si quelqu'un a l'impression de choisir, par exemple, quelqu'un dit quelque chose et l'autre choisit de s'en aller, de fuir, de tourner le dos. Il a l'impression de choisir, mais très souvent, c'est une réaction. Il ne choisit pas, c'est sa structure intérieure, que j'appelle le personnage, qui conditionne son comportement, donc réaction. Alors que l'action, c'est un choix libre. C'est un choix qui n'est pas une forme de réaction, mais une action créatrice. Alors, comment agir ou réagir face à la violence verbale? Alors, il y a la violence envers vous et il y a la violence dont vous êtes témoin. C'est deux éléments différents qui font peut-être appel à des actions différentes. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de s'accueillir. Il se peut que vous ayez des blessures, des peurs et des conditionnements face à la violence verbale qui ne vont pas s'arrêter comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous décidez d'agir plutôt que de réagir que ça fonctionne comme ça. Donc, je vous invite à beaucoup de bienveillance envers vous. Donc, première éventualité, comment agir face à la violence envers soi. Si vous vous observez réagir, observez-vous et observez que, tiens, vous n'avez pas choisi, vous avez réagi et soyez bienveillante envers vous. Maintenant, si c'est possible, vous pouvez aussi poser votre attention sur la personne qui a une violence verbale et lui transmettre que pour vous, c'est très difficile, c'est provoquant, c'est secouant d'entendre ces paroles avec une telle intensité, une telle violence. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous exprimer, non pas en disant « tu es comme ça », mais en disant « je reçois, je sens une pression quand il y a des paroles aussi intenses et je me sens mal, j'ai tendance à ne plus écouter, j'ai tendance à quitter. » Et donc, plutôt que de dire à la personne « vous êtes violent », vous transmettez à la personne que vous, cela ne vous correspond pas, cela vous affecte. Et puis, si la personne est encore accueillante,
vous pouvez lui demander: «Qu'est-ce qui provoque une telle intensité?» Alors très souvent, les personnes qui ont des paroles violentes réagissent mal si on leur dit: «C'est violent». Alors, c'est pour ça que j'utilise le terme intensité. Qu'est-ce qui provoque? Qu'est-ce qui, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait ou de ce que vous vivez, provoque une telle intensité? Donc, c'est quelquefois difficile d'aller là. Ça dépend de la relation avec la personne. Ça dépend si c'est la première fois, si ça fait plusieurs fois, si c'est votre enfant, si c'est votre conjoint, s'il y a de la violence physique. Donc, vous voyez, c'est une question simple avec une réponse qui est complexe. Ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous puissiez reconnaître qu'une personne qui utilise la violence est une personne qui est blessée et souffrante à l'intérieur d'elle. Donc, réalisez que les paroles violentes sont peut-être, probablement, une forme de réaction de la personne à quelque chose qui fait ressurgir sa souffrance, sa blessure. Alors, à ce moment-là, vous n'aimez pas cette violence, bien sûr. D'une part, vous ne voulez pas réagir parce que vous voulez être vraiment présent pour choisir ce que vous faites. Alors, il est intéressant de réaliser que la personne qui est là ne choisit pas consciemment de élever le ton. Alors, élever le ton, ça peut être par moments choisi consciemment. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez invité votre enfant à arrêter de manger du gâteau parce que ça fait déjà 3 gros morceaux de gâteau au chocolat qu'il mange et vous l'avez laissé faire ou vous lui avez dit: «N'en mange pas trop, n'en mange pas trop» et ça continue. À un moment, vous pouvez lui dire: «Bon, là, ça suffit». Et s'il continue, à un moment, vous pouvez élever le ton un peu, ça suffit. Et vous n'avez pas de violence en vous, même si le ton est élevé. Vous avez surtout de l'amour parce que vous voulez son bien, vous voulez qu'il arrête parce que vous savez ce qu'il va s'en suivre. Donc, quelqu'un m'a déjà fait la relation entre Jésus et les vendeurs du temple. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de colère, il y a simplement tout à coup un ton qui s'élève pour aviser la personne. Alors là, la personne n'a pas nécessairement de blessure, bien sûr. Par contre, lorsqu'il y a un ton élevé et de la violence, vous savez qu'il y a une personne blessée. Donc, c'est difficile, mais il peut y avoir une bienveillance. Si vous êtes affecté, vous pouvez dire: «Je me sens trop touché par cette intensité, on va remettre la discussion plus tard», par exemple. Ce n'est pas une fuite. Si vous coupez et vous en allez, là, ça peut être une fuite, une réaction. Par contre, si vous dites: vous êtes vraiment bienveillante envers vous-même, vous dites: «Là, ça me vulnérabilise, ça me fragilise, ça me touche trop, on va reprendre ultérieurement». Vous voyez, l'idée, c'est d'agir tout en étant bienveillante avec vous-même. Ça ne donne rien de vous forcer à rester là pour affronter une violence. Par contre, à un moment donné, ça ne vous force pas. Vous êtes vraiment dans la compassion, vous voyez que la personne est souffrante, qu'elle est dans une réaction, et vous lui dites: «Ça me touche cette intensité et qu'est-ce qui provoque cela chez toi?» ou et vous allez voir si la personne est ouverte ou non. Ouais, c'est un grand sujet, c'est un très, très grand sujet et chaque situation est différente parce que les acteurs sont différents aussi. Martine me dit: «Est-ce que les fréquences des champs énergétiques du corps, physique subtil, sont amplifiées par le son vibratoire de 22 lettres hébraïques?» Eh bien, de façon générale, oui. De façon générale, les lettres, l'expression des lettres hébraïques favorise une élévation de fréquence du corps et des corps subtils de l'être en général. Tout comme, par exemple, les sons de, on pourrait parler de fréquence de l'amour, 528 Hz, eh bien, vous allez retrouver sur le web des musiques qui sont à ce niveau-là. Ce sont la musique générale d'aujourd'hui n'est pas à cette fréquence. C'est une musique avec un solfège particulier qui permet
d'activer cette fréquence et ça a une influence pour élever votre fréquence. Toutefois, je vous invite à ce que l'élévation de votre fréquence, donc celle de vos corps, donc de votre champ magnétique, ne soit pas que le fruit d'outils extérieurs. C'est important de reconnaître qu'il y a des outils comme ceux-là, comme la musique, par exemple, qui est un outil extraordinaire, comme le son, les sonorités, qui sont intéressantes, comme il y a des sonorités cristallines qui deviennent des mantras. Vous allez voir en apparaître bientôt sur Symphonie, des mantras symphoniques, par exemple. Eh bien, qui favorisent une paix profonde, une tranquillité, une ouverture de conscience et de sensations, etc. C'est intéressant de reconnaître qu'il y a des outils qui peuvent nous aider et parallèlement, c'est intéressant de développer sa propre autonomie, non pas pour rejeter les outils, mais parce qu'on n'a pas toujours ces outils. Quelquefois, vous n'avez pas un appareil sonore avec vous pour favoriser ça, vous n'avez pas les lettres devant vous, vous êtes dans un environnement justement où il peut y avoir beaucoup d'ondes, où il peut y avoir de la violence et vous voulez élever votre fréquence, c'est intéressant d'avoir une capacité intérieure d'élever sa fréquence aussi. Dina, comment on retrouve ces vidéos processus équilibre? Vous allez sur le site symphonie.live, donc www.symphonie.live, L-I-F comme dans François E. Vous allez tomber sur une page d'accueil et vous déroulez la page jusqu'en bas et vous allez voir ce qui vous est offert. Vous allez voir, ce sont des fois il y a une vidéo, des fois il y a plusieurs vidéos, mais c'est dans une expression. Vous allez voir une image, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous aurez accès à ça. Et vous pouvez y avoir accès, ça va vous permettre ça va créer un espacement. On va vous demander votre adresse email. Il n'y a pas de frais à ça. On vous demande votre adresse email. Pourquoi? Parce que ça crée un espace membre. Et cet espace membre, eh bien, va accueillir l'élément que vous avez choisi. Par exemple, les vidéos processus d'équilibre énergétique. Vous allez cliquer dessus, eh bien, il va être dans votre espace membre. À l'avenir, vous allez aller dans votre espace membre, il va être là. Tant et aussi longtemps que vous laissez votre adresse. Si vous enlevez votre adresse, eh bien, alors, et puis, les éléments qui sont offerts gratuitement et les éléments que vous avez peut-être, que vous êtes procuré, peut-être un atelier que vous avez payé ou quelque chose comme ça, vont tous aller dans le même espacement. Alors, Janine nous dit bien souvent le nom des maîtres se termine par A. Y a-t-il un rapport avec le son A que nous avons émis lors d'une méditation? A est aussi une sonorité qui favorise l'ouverture du cœur. Quand on l'émet, n'est pas nécessairement à une fréquence de 528 Hz, mais c'est ce qu'on appelle le son du cœur. Alors, il y a différents sons, le A, le E, le E, le OU, le U, qui favorisent des ouvertures de différents chakras principaux ou secondaires, et le A, avec un son assez nasillard, favorise cette ouverture du cœur. Tout comme, par exemple, le son universel, Om, donc particulièrement le M. Alors, soyez attentifs parce que très souvent dans le Om, il y a des gens j'ai déjà entendu, des gens font des Om, ils s'imaginent que c'est un truc ésotérique. Non, c'est un truc qui a un aspect subtil et qui a un aspect physique aussi. C'est-à-dire que dans le son Om, eh bien, il y a tout le M qui favorise une stimulation de la glande pituitaire, c'est-à-dire de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Donc, c'est aussi une stimulation de la glande maîtresse, et en stimulant la glande maîtresse, la glande pituitaire, il y a une stimulation de toutes les glandes. Donc, dans un processus de guérison, quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, on peut faire des qui stimulent les vibrations de toutes les glandes. Quand je dis stimule, il y a peut-être des glandes qui produisent trop,
Mais stimuler, ça veut dire qui équilibre, qui ramène à la fréquence juste chacune des glandes. Donc, c'est très important, c'est pas ésotérique, c'est aussi au niveau du son. Donc, le son Om, plusieurs personnes vont faire le Om. Eh bien, ça n'a pas le même effet. C'est vraiment Om. En envoyant ici, en faisant le son Om nasillard pour qu'il fasse vibrer l'intérieur de la tête. Et le son A, c'est pour le cœur. On continue. Liliane nous dit là, ce sont questions-réponses à 13 heures pour l'humanité. Oui, aujourd'hui, c'est rendez-vous avec Pierre Lessard, une question-réponse, et pour vous, pour votre parcours, et le mercredi à 13 heures dans l'Est de l'Amérique, au Québec, c'est vraiment une guidance pour émaner ensemble. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits et qui le font différer. C'est possible. Si vous n'êtes pas libre, bien sûr, c'est parfait. Si vous êtes libre, soyons ensemble en même temps pour créer vraiment un vortex important. Alors, je suis toujours à la recherche de vos questions. Françoise nous dit, est-ce que l'élévation du taux vibratoire peut diminuer les maladies? Oui. La réponse est instantanée. Pourquoi? En fait, parce que la diminution du taux vibratoire est en lien avec la dégénérescence. Je fais une explication la plus synthétisée possible, la plus courte, mais en fait, notre corps vibre à une certaine fréquence pour bien fonctionner. Plus la fréquence s'élève, mieux il fonctionne. Mais il y a comme une fréquence à laquelle il fonctionne bien. Je fais une analogie avec des personnes sur une chaîne de montage. Imaginons qu'il y a une chaîne de montage et même si ce n'est pas une chaîne de montage, il y a un groupe d'employés qui œuvrent, qui font une création. Eh bien, ils sont 50. Alors, s'ils sont 50, ils parviennent à bien faire ce qu'ils ont à faire, leur création. Si ils sont plus, eh bien, ils vont arriver soit à en faire plus, soit à être plus détendus, plus relax quand ils la font. S'il manque une dizaine de personnes, eh bien, chaque personne va travailler un peu plus. Mais s'il manque 20, 30 personnes, il se peut qu'ils ne parviennent pas à faire ce qu'ils voulaient faire. Eh bien, c'est dans notre corps, c'est la même chose. Chaque organe est un ensemble de cellules qui sont réunies, qui forment un tissu. Donc, on pourrait dire que les cellules sont intimement interreliées. Elles sont reliées dans des constellations cellulaires qui forment des tissus. Donc, il y a différents tissus, le tissu sanguin, le tissu osseux et puis le tissu organique. Bon. Alors, à une certaine fréquence, l'organe, disons l'estomac par exemple, accomplit très bien son travail. Si la fréquence augmente, il va l'établir, le faire encore mieux, plus facilement. Si la fréquence diminue, il a plus de difficulté à accomplir son travail. Et si la fréquence diminue encore et encore, cela peut produire une dégénérescence des cellules. C'est pourquoi je dis que quand il y a une diminution de rythme vibratoire, sur une longue période, pas d'une heure, 2 heures, d'une journée, mais sur une plus longue période, eh bien, la diminution du rythme vibratoire entraîne le vieillissement. Alors, je fais une parenthèse. Il y a le rythme de régénération. Les cellules se recréent naturellement à un certain rythme. Les cellules s'usent et donc dégénèrent à un certain rythme. Le rythme de dégénérescence est un peu plus élevé que le rythme de régénération. Ça signifie qu'on vieillit. Toutefois, on peut intervenir dans ce processus pour le ralentir. Et en soi, si tout est parfait en nous et dans notre fonctionnement, eh bien, le vieillissement peut se faire sur 300, 400, 500, 600 ans. Or, le vieillissement, vous le savez, peut se faire plus rapidement. Il y a des gens qui, déjà, après quelques décennies, on sent qu'il y a eu beaucoup de dégénérescence, alors que vous voyez des gens, des fois à 80, 90 ans, qui sont très, très en santé. Alors, quand le rythme diminue,
eh bien, il y a des cellules qui sont altérées plus rapidement que naturellement. Et ça peut causer de la dégénérescence, du vieillissement et même des maladies. Alors que l'inverse favorise vraiment le processus d'autoréparation, le processus de régénération est stimulé, la guérison est stimulée aussi. Voilà. Est-ce que je m'exprime clairement? Nancy nous dit, pouvez-vous nous parler de l'impact? Ah, mais j'ai parlé de ça déjà, Nancy. L'impact du convoi de la liberté au Canada. J'en ai parlé tout à l'heure. Myriam, comment sait-on que l'on s'élève spirituellement? Alors, il y a l'évolution spirituelle qui est en fait l'évolution de l'être. Pour moi, le terme spirituel, ça signifie la vie, parce que nous sommes tous des esprits. Donc, l'évolution spirituelle, c'est l'évolution de l'être humain, une évolution qui est naturelle. Tous les êtres évoluent, évidemment, selon leur rapport à eux-mêmes. Leur évolution connaît des hauts et des bas, c'est-à-dire des rythmes différents. Il y a des périodes de votre vie où vous avez senti que vous évoluez. Comment vous le sentez que vous évoluez? Vous le sentez en fonction de votre bien-être, de votre paix, de votre joie. Bon, il y a des moments où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Ça ne signifie pas que vous évoluez pas. Ça signifie que c'est un moment où vous vivez une épreuve, vous vivez. Mais dans l'ensemble du parcours, hein, je vais essayer de tracer. On vit des hauts et des bas, comme ça. Mais globalement, on évolue. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il y a un bas, quelquefois dans le bas, une personne peut avoir l'impression qu'elle régresse ou qu'elle tourne en rond. Et moi, je lui dis, mais non, tu continues d'évoluer. Tu es dans une expérience où tu apprends des choses qui semblent dures par moments parce que tu es peut-être voilé par rapport à ce que tu as à apprendre, mais progressivement, l'expérience va te faire ressentir qu'est-ce que tu as transformé dans toi, dans ton expression, dans ton interaction, et ça va favoriser l'élévation. Donc, c'est comme ça que l'on évolue. Maintenant, quand on dit élévation spirituelle, là, dans un moment d'intériorisation, alors que vous délaissez pour un moment vos difficultés, vous délaissez vos peurs, vous délaissez vos blessures, et vous vous connectez à vous-même. Je parle souvent d'espace d'intimité, je passe de retrouver la sensation de qui vous êtes vraiment, au-delà des difficultés, qui vous êtes vraiment, vous connectez à l'intérieur de vous, eh bien, vous pouvez ressentir la beauté de votre être, ressentir la beauté de la vie, même dans des périodes de difficulté. Vous pouvez entendre vos voix intérieures, et là, vous savez qu'il y a une ouverture ou une élévation spirituelle. Donc, c'est par vos sensations, votre état, que vous savez qu'en ce moment, vous vivez une élévation. Alors, plus vous vivez des élévations spirituelles, eh bien plus à la suite de ces moments d'élévation, vous êtes déjà un peu plus élevé, et plus votre regard est ouvert, plus vous comprenez des choses, plus vous orientez vos paroles, vos gestes, vos attitudes, en choisissant plutôt qu'en réagissant. Évidemment, chacune de vos questions est vraiment intéressante. Et je me perçois pour que chaque question jusqu'à maintenant, j'aurais pu parler pendant une journée. Et pas juste parler, évidemment, mais vous proposer des intériorisations, vous proposer des exercices, des échanges. On aurait pu faire un atelier avec chacune de vos questions. Là, j'essaie tout de même de répondre pour qu'il y ait pour vous une stimulation, qu'il y ait un éclat de quelque chose, qu'il y ait une compréhension un peu plus grande. Mais sachez que vous avez d'excellentes questions, c'est difficile de faire le tour totalement de la question en quelques minutes. Je vois l'heure déjà. N'ajoutez plus de questions, là, on est déjà rendu, on a déjà dépassé notre temps. Mais je continue encore un petit peu, de telle sorte qu'à 19h30, là, je vais m'arrêter. Alors, Louise nous dit, comment expliquer un cancer du rein droit chez un enfant? Comment l'aider à guérir à travers la chimio, par l'essai cellule à distance? Eh bien, c'est une question vraiment très intéressante parce qu'avec les enfants, c'est aussi différent d'avec les adultes. Alors,
Très souvent, on est touché par l'enfant parce qu'on dit, ben, c'est pas des comportements ou des actions qui ont provoqué ça. Donc, il y a vraiment, avec les maladies comme le cancer chez des enfants, on peut formuler des hypothèses. Il y a des gens qui vont dire, ben, c'est l'injustice universelle, d'autres vont dire c'est la fatalité, et d'autres, comme moi, vont dire, ben, il y a un passé. C'est-à-dire que chaque être humain arrive dans son incarnation, dans le milieu d'un très long film. C'est comme si vous commencez à écouter un film au milieu, ben, il y a plusieurs choses que vous ne comprenez pas et qui sont incompréhensibles. Bien, on arrive dans le milieu d'un film et il y a un passé, il y a un bagage. L'enfant qui nous arrive dans toute sa beauté, sa pureté, comme un miracle de l'univers, a aussi tout un bagage, comme chacun de nous. Donc, notre bagage est plus grand que le bagage qu'on a depuis notre naissance. Il existe avec toutes les expériences qu'on a vécues sur Terre ou ailleurs. Donc, là, c'est une opinion qui est associée à vraiment une vision de la réincarnation ou de la vie avant la vie et de la vie après la vie. Donc, la façon de l'expliquer, c'est vraiment, même le dialogue avec les cellules, à travers le jeu. J'ai déjà, avec des grands groupes, et il y en a peut-être qui sont en ligne, qui s'en souviendront, on a déjà créé un théâtre dans lequel il y avait une centaine de personnes et chaque personne avait un rôle. Certaines jouaient des cellules détériorées, des cellules cancéreuses, d'autres jouaient le rôle des cellules saines de l'organe, d'autres jouaient d'autres parties du corps, d'autres jouaient le sang, d'autres jouaient des cellules souches. Donc, on a fait un jeu et je peux vous assurer que toutes les personnes sont senties touchées et ont vraiment compris le sens profond de la chose. Et la personne dont c'était le cancer a vécu un grand moment d'éclairage. Je vous dis ça parce que il y a moyen de l'expliquer avec les cellules. Les enfants entrent dans ça plus facilement que les adultes. Si on parle de parler à ses cellules, l'enfant va s'ouvrir, va aimer ça, parler à ses cellules, les imaginer, les dessiner. On peut faire, si on prend le dialogue avec les cellules, par exemple, vous pouvez le prendre, voir les différentes parties, surtout la partie où on fait le processus de guérison et en faire un dessin ou guider l'enfant à dessiner le processus. Donc, les enfants vont entrer dans ça avec beaucoup de joie ou de stimulation pour parler à ces cellules à distance. En fait, ce que vous pouvez faire, vous, pour l'enfant, c'est d'émaner de votre cœur vers son cœur pour stimuler vraiment l'ouverture de son cœur et l'élévation de sa fréquence, de votre troisième œil vers son troisième œil pour favoriser vraiment une ouverture de conscience. Vous ne parlez pas à ses cellules, lui va parler à ses cellules, vous le guidez à parler à ses cellules. Vous pouvez aussi, poser vos mains amoureuses, soit sur ses reins ou soit au-dessus de ses reins, comme fait une maman lorsque son enfant pleure parce qu'il a mal au ventre. Elle pose naturellement sa main sur son ventre et l'ampleur de l'amour inconditionnel de la maman souvent va agir pour favoriser la guérison ou au moins la dissolution de la douleur. Eh bien, avec tout votre amour, vous pouvez mettre vos mains, par moments vous le prenez, et quand vous le prenez dans vos bras ou vous êtes à côté, posez votre main ou vos mains amoureuses. Il n'y a rien à faire, il y a à être amour. Soyez amour. Donc, c'est une forme d'imposition des mains, mais vous n'avez pas à vous tracasser avec les mots, avec les façons de faire. Juste mettre vos mains sur son rein ou au-dessus de son rein et être la maman que vous êtes, être l'amour. Et si c'est pas votre enfant personnellement et que vous avez un amour, soyez tout simplement amoureuse et ça va stimuler son processus de guérison. Maintenant, pour expliquer le cancer, vous pouvez expliquer qu'il y a des cellules qui actuellement fonctionnent pas bien et que elles ont à être transformées. Et donc, on va œuvrer ensemble pour faire remplacer ces cellules et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire, Louise? Sylvette, ma fille est enceinte de 7 semaines, puis elle a Ma fille est enceinte de 7 semaines, puis elle a
elle a plusieurs rêves. Elle a fait plusieurs rêves qu'un ami qui s'enlève la vie à sa maison, j'ai la difficulté à lire, il doit manquer un mot ici, là, qui s'enlève la vie à sa maison, ou bien elle va avoir beaucoup de mortalité dans ses rêves. Bon, elle voit de la mortalité dans ses rêves. Est-ce que je pourrais clarifier? Alors, il s'agit d'interprétation des rêves. Il y a plusieurs types de rêves. Généralement, l'expérience que j'ai avec les rêves, et j'ai œuvré avec des psychanalystes jungiens qui sont aussi des spécialistes de rêves, dont mon grand ami Guy Corneau, avec qui j'ai œuvré pendant plus de 20 ans, 25 ans. Et ces spécialistes, généralement, ils ne prennent pas un mot pour dire telle chose, mortalité veut dire telle chose, naissance veut dire telle chose. Il y a toute une interprétation, et l'interprétation est en fonction des types de rêves. Alors, en général, il est important de saisir qu'il y a des rêves qui sont des expressions de l'inconscient et des rêves qui sont l'expression de l'esprit. Donc, il y a des rêves qui veulent faire sortir des choses de l'inconscient et des choses qui veulent nous donner des explications. Eh bien, des deux côtés, les thèmes sont souvent métaphoriques. Métaphoriques, ça veut dire qu'ils n'ont pas à être pris au pied de l'échelle. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un rêve à mortalité, ça ne veut pas dire qu'il y a de la mortalité qui va arriver. À moins que ce soit un rêve où quelqu'un capte une vision du futur, un rêve prémonitoire. Et dans le rêve prémonitoire, absolument, il y a un certain niveau d'éveil. Alors, là, ici, il s'agit de voir quels sont les autres éléments avec la mortalité. La mort, en fait, dans une perspective spirituelle, dans une perspective d'ouverture, c'est un passage. La mort, aussi, souvent quand je parle de la mort, je parle de la naissance à une autre vie. Donc, mortalité nous parle de naissance, nous parle de passage. Alors, c'est des éléments qui sont intéressants. Il faut voir les autres éléments. Ils sont dans sa maison, il y a un passage dans sa maison. Donc, il faut voir tous les éléments. Et donc, c'est beaucoup à elle à revivre le rêve, c'est-à-dire le revoir les différents aspects, puis après s'intérioriser et demander à l'intérieur d'elle d'entendre de sa conscience quel est le message de ce rêve. Alors, si elle y rêve souvent, alors elle rêve souvent de passage. Elle est enceinte, elle va participer à un passage extraordinaire. Elle-même va vivre un passage. Elle vit déjà le passage. Elle est déjà mère puisqu'elle est enceinte. Et donc, elle est dans ce processus de changement d'état, de changement de vie, puisqu'elle a un nouveau rôle, une nouvelle expression d'elle-même qui commence déjà, puisque son enfant, elle l'accueille, elle la reconnaît, elle là où le reconnaît déjà, cet enfant, elle est déjà dans le rôle de mère, elle vit un passage et elle contribue à préparer le passage de son enfant. Donc, il y a toute cette notion de passage. Ce passage, vous dites, est dans sa maison, c'est elle. C'est elle qui vit le passage. Donc, je ne veux pas l'interpréter au pied de la lettre. Je veux tout simplement vous dire qu'il y a des éléments. La maison, c'est sa maison, c'est elle, et la mortalité, c'est le passage. Donc, de façon générale, je dirais de ne pas s'inquiéter, au contraire. Vous voyez, vous commencez à comprendre comment je vois les choses, c'est-à-dire que je suis pas... l'expérience que j'ai fait en sorte que si on parle par exemple de cancer du rein, je ne vais pas prendre le mot rein et dire cancer du rein veut dire telle chose. Je ne vais pas prendre mortalité et dire ça veut dire telle chose et m'arrêter là. J'essaie d'ouvrir pour pas figer les choses et faire en sorte quelquefois de passer à côté et de créer de l'inquiétude même. Gaétane nous dit, mais quand la santé, c'est génétique, ne serait-ce pas karmique et peut-on faire quelque chose pareil? Et oui, la santé, je l'ai dit tout à l'heure, à la santé, il y a des causes qui proviennent de nos pensées, nos paroles, nos états, etc. Ça, c'est le premier type de cause. Notre personnage avec nos comportements et tout ça. Il y a aussi des causes karmiques individuelles et des causes karmiques collectives. Alors, il y a différentes causes
et on peut faire tout de même notre processus d'auto-réparation. Même si c'est génétique, l'on peut tout de même, c'est-à-dire renverser ce processus et provoquer des mutations, provoquer des changements. J'ai même entendu des médecins qui expliquaient, par exemple, que la maladie d'Alzheimer, qui est souvent reconnue comme étant associée à un aspect génétique, n'a pas à être fixée comme incontournable. On peut renverser un processus. Alors, que ce soit karmique, que ce soit génétique, karmique génétique, que ce soit karmique collectif, je vous propose de faire processus de connexion avec vos cellules. Donc, le dialogue avec les cellules. La deuxième question, hier, vous parliez du coup de foudre. Est-ce que ça pourrait être aussi des élans parce qu'on reconnaît la personne? Mais tout à fait, tout à fait. Et c'est une reconnaissance. Et c'est une reconnaissance qui est généralement qui est particulière. C'est pas juste une reconnaissance. J'ai connu plusieurs personnes, j'ai eu aussi des reconnaissances dans ma vie. On reconnaît des gens avec qui la reconnaissance, c'est pas nécessairement une vie passée. On peut reconnaître des personnes parce qu'on les a, notre esprit les a rencontrés durant la nuit, par exemple. On a voyagé, c'est le voyage cosmique. L'esprit voyage, rencontre des gens et tout à coup, on le rencontre sur la rue, on a vraiment une impression de déjà vu. Alors, il n'y a pas nécessairement un coup de foudre, que ce soit une reconnaissance, peu importe la source de la reconnaissance, pas nécessairement un coup de foudre. Si un coup de foudre, c'est qu'il y a une relation particulière et qui fait en sorte d'être associée à une attraction puissante. Voilà. Je prends encore 2 questions et je vais devoir m'arrêter, je suis désolé. Voilà, on vous a donné le lien du site directement. N'oubliez pas de mettre vos points d'interrogation. Bonjour Pierre, on me dit depuis toujours que j'ai un don d'ouvrir mon troisième œil. Malheureusement, je ne crois pas que j'y arrive complètement. Que faire pour développer ce don? Là, c'est une grande question. Toutes les personnes ont la capacité d'ouvrir leur troisième œil. C'est pour moi un processus dans le mouvement évolutif. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, il y a des gens qui ont des facultés déjà plus stimulées, qu'ils éveillent plus facilement que d'autres. Donc, ce qu'on appelle un don, c'est souvent une capacité que l'on peut éveiller plus que d'autres. Donc, là, il y a plusieurs éléments dans la stimulation du troisième œil et un des éléments qui est important, c'est l'inspiration. Le troisième œil vous permet, le plus il s'ouvre, vous permet de recevoir des voix intérieures, des images, pas juste des images, des voix intérieures, des images, des inspirations, des impressions. Alors, vous en avez déjà. Le premier élément qui favorise l'activité, ce que j'appelle l'activité consciente, l'activité du troisième œil, c'est de faire un suivi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous donne un exemple très simple. Tout à coup, vous êtes au travail, je vous parle, par exemple. Je suis en train de vous parler, je réponds à votre question, et tout à coup, j'ai intérieurement la vision de ma sœur. Ou bien, j'ai la pensée de ma sœur. Ou bien, j'entends son prénom. Pourtant, je ne suis pas du tout en contact avec ma sœur, je n'ai pas pensé à elle depuis un certain temps, et là, je suis avec vous. Mais pourtant, ça me passe. Alors là, le suivi, ça veut dire qu'après, quand je vais être disponible, soit ce soir parce que je suis en Europe, ou demain, je vais communiquer avec ma sœur. Je ne vais pas lui dire, tiens, j'ai eu la vision de toi, parce qu'elle n'est peut-être pas dans cette orientation-là, mais je vais lui dire, tiens, bonjour ma sœur, comment ça va? Ça fait un moment qu'on s'est parlé. Comment ça se passe? Peut-être qu'elle ne dira rien, mais peut-être qu'elle va me dire, mais justement, je pensais à toi, ou justement, j'aurais besoin d'un service. Il y a eu tout à coup une inspiration et j'ai fait le suivi. Alors, ça vous semble simple et banal, mais en fait, durant une journée, on en a tellement des inspirations, des impressions, que lorsqu'on se met à faire le suivi,
eh bien, ça stimule l'activité et on a de plus en plus d'inspiration et de plus en plus d'images, de plus en plus de connexion avec le subtil, de connexion avec l'au-delà. On active le troisième œil. Il y a plusieurs façons de stimuler le troisième œil. C'est la façon qui me semble d'abord la première et la plus accessible à tous. Donc, quelquefois, ça prend différentes formes. Alors, quelquefois, tiens, je vous donne un autre exemple. Quelquefois, vous voulez stationner votre voiture. Vous savez pas pourquoi, mais vous avez l'impression que c'est pas un bon endroit. Et alors, vous changez de place. Et quelquefois, on change pas de place. Alors, je me souviens, il y a un mois environ, j'avais l'impression bizarre que c'était pas une bonne place, mais j'ai laissé la voiture là. Et puis, quand je suis revenu, j'avais un billet, une contravention. Heureusement, où j'étais, ils ont un système extraordinaire. Avec la contravention, c'était écrit, si vous payez la totalité, le montant maximum du parking, il y avait une contravention de 80 €, donc 120 $. Et si vous payez le parking totalement, 7 € quelque chose, la contravention s'annule. J'ai trouvé ça extraordinaire, donc je l'ai payé. Et je suis vraiment mes inspirations, mais quelquefois, moi aussi, j'en manque une, ou bien je n'écoute pas. Donc, plus on écoute, plus ça stimule. Je prends une dernière question de Nadia. Je demande respect, amour et compassion des gens. J'ai fait le choix de me faire vacciner dans la lumière et traitement d'énergie pour dissoudre les effets du vaccin. Je suis allé voir un guérisseur de grande expérience car je sens une vibration désagréable sur mon bras vacciné. Nous avons détecté une puce de haute technologie extraterrestre. Malgré que je monte mon rythme vibratoire quotidiennement, et son expérience de guérisseur, il ne connaît pas le moyen de dissoudre et d'enlever ce truc de mon corps. Que faire? Alors, vous nous amenez dans une perspective que tout le monde ne suit pas nécessairement. Et ce que vous avez à faire, c'est de maintenir votre fréquence vraiment élevée. Et pendant que vous avez votre fréquence élevée, posez votre main sur là où vous croyez que vous avez un implant avec l'intention de désamorcer totalement cet implant. Soyez vraiment sans peur, soyez vraiment dans le pur amour, dans l'amour de vous, dans l'amour de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que n'ayez pas de jugement, soyez tout simplement dans une forme de respect de vous. Vous demandez respect, amour, de compassion des gens, et c'est très beau, et soyez vous-même, amour, respect, compassion, pour vous-même, pour votre corps, pour ce qui se passe, et à haute fréquence, faites le choix de désamorcer. Et même si vous sentez qu'il y a encore quelque chose, vous allez désamorcer l'élément. C'est comme ça aussi qu'on désamorce le virus lui-même lorsqu'il s'est implanté, ou que l'on désamorce les différents effets de médicaments ou de vaccins, etc. On désamorce ce qui n'est pas utile. Très souvent, pour éviter toute forme d'orientation, parce qu'il y en a un qui croit dans une chose, l'autre croit dans l'autre, se disent, je demande que tous les effets qui ne correspondent pas à mon corps soient désamorcés, soient dissous, éliminés, ou pour le moins désamorcés. Donc, comme ça, si quelqu'un est bien avec le vaccin, alors il peut se dire, s'il y a des éléments dans le vaccin qui ne me correspondent pas, je demande vraiment que ça soit désamorcé. Et une autre personne qui ne veut pas de vaccin va tout simplement élever sa fréquence, et si jamais reçoit le virus, va à haute fréquence, va en faire en sorte que le virus puisse être dissous, évacué, ou tous les éléments non favorables s'évacuent. Alors voilà, je respecte chaque personne et tous les choix parce que on ne sait presque jamais les raisons très profondes pour lesquelles quelqu'un a fait un choix. Alors, quelquefois, vous n'êtes pas d'accord avec le choix de quelqu'un, mais vous ne savez pas son choix. Par exemple, j'ai entendu quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de
de colère, d'agressivité envers quelqu'un qui s'est fait vacciner. Et j'ai répondu à ça. Il se peut que la personne ait une maladie très, très importante et qu'on lui ait dit si le virus passe, même s'il ne faisait rien sur une personne en santé, il va vraiment causer de grands torts chez toi. Alors, on doit vraiment, on est invité vraiment beaucoup de compassion, beaucoup d'ouverture, beaucoup de bienveillance entre nous. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre aussi dans les réponses de chaque question. J'accueille toutes vos questions avec mon cœur, avec bienveillance et mes réponses. Je veux qu'elles soient une expression de mon cœur avec beaucoup de respect de chacun, chacune d'entre vous. Et je trouve qu'à travers vos questions, il y a beaucoup de respect les uns des autres. Alors, je vous en remercie. Je suis désolé pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. On est rendu à 1h35, donc on a dépassé de 35 minutes notre temps. Mais en fait, on va continuer lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire 12h, midi au Québec, dans l'Est de l'Amérique, et 18h en Europe. Et je vous rappelle le rendez-vous Unis pour l'humanité, mercredi. Il y a encore 3 rendez-vous Unis pour l'humanité, les 3 prochains mercredis, 19h en Europe et 13h au Québec. Ça dure environ une demi-heure. Notre session d'aujourd'hui va être dans votre espace membre. Si vous allez réécouter une question ou si vous avez dû quitter ou vous êtes arrivé en retard, vous pouvez avoir l'intégrale. Ce sera là à partir des prochains jours. Là. Ne nous écrivez pas ce soir, on est demain matin. Alors, dès que possible, on va le mettre dans votre espace membre. Alors, je vous remercie toute l'équipe, je remercie Isabelle Lefebvre qui a eu l'inspiration de créer Symphonie, elle est l'âme de Symphonie et elle oriente chaque jour, elle est aussi une créatrice extraordinaire, artiste extraordinaire. Je remercie tous les membres de l'équipe qui sont là aussi pour vous aider quelquefois quand vous avez de la difficulté à vous connecter ou que l'image ou le son n'est pas là. Alors, je vous remercie, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très, très, très bientôt. Au revoir.